Bonjour à tous. Alors, je démarre ce live un tout petit peu en avance, à 14h56, de manière à caler un peu, savoir si vous me voyez, savoir qui est là, et puis aussi faire descendre un peu mon stress. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu qui c'est qui est là, déjà, s'il y a des gens qui sont arrivés. Et ça me ferait plaisir que vous puissiez mettre en commentaire si vous êtes là. Ah, je sais que je suis un petit peu en avance, 14h57. Donc, je vais patienter un peu, je vais en profiter pour dire bonjour à ceux qui se manifestent. Voilà. Donc, nous sommes lundi 13 avril, en ces temps de confinement, et donc en direct de Cibourg. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont arrivées? Si vous pouvez vous mettre en commentaire. Marine, bonjour Marine. Première à marquer sa présence. N'hésitez pas aussi, alors pour ceux qui ont des pseudos, je vois Laure, donc c'est Laure, j'imagine. N'hésitez pas à marquer où est-ce qu'on s'est rencontrés et si on s'est déjà vu. Voilà, parce que si vous êtes venu à mes conférences dans le cadre de l'association ou d'autres choses, ça me permet un peu de resituer. Avec toutes mes excuses de pas retenir les prénoms de tout le monde. Bonjour Justina. C'est bien ce petit temps avant le live de manière à faire un peu descendre mon stress. Je sais pas si vous savez, c'est le premier live que je fais. Voilà. Je me suis un petit peu entraînée avec des amis très légèrement, surtout pour les aspects techniques et voir un peu comment tout ça fonctionnait avant de me connecter. Alors, il y a des petites fenêtres qui apparaissent qui me gênent la lecture des commentaires. Alors, Justina, elle me dit qu'on s'est vu à une conférence à Dax. Bah, Anne, bonjour Anne. C'est super que tu sois là. Voilà, super. Bah, avec plaisir pour le cadeau. Bonjour Sonia. N'hésitez pas à me marquer où est-ce qu'on s'est vu. Donc pour Laure, pour Marine. Laetitia, oui, bonjour Laetitia et Eric. J'imagine que Eric est là aussi. Oui, 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 ça va. J'ai juste dû le trac et le stress jusqu'au bout des bras. Voilà. Mais je suis trop contente d'être là, en fait. Je suis sûre que je vais aimer vous transmettre de cette manière-là. Alors, Marine, elle me dit qu'elle me suit via le net en regardant les conférences et qu'elle devait venir en stage. Et oui, le week-end dernier, j'aurais adoré le faire, ce stage. Ce jour, je vous regarde avec sa maman. Eh ben, bonjour la maman de Marine. Je suis contente. Ben, Justina, avec plaisir pour ce live. Alors, pas de trait quand il y a de mon sentiment Anne-Marie Stage Villapia. Pas de trait, je comprends pas ce qu'il y a marqué. Bonjour Anne-Marie, Caro, ok, super. Donc apparemment on est une vingtaine déjà, merci Caro. Eric, qui est là aussi. Alors, Laure, à la maison des assauts de Bayonne à Balichon. Hey Nathalie, bonjour Nathalie. Laure qui me dit merci pour cette conférence. Céline, bonjour, pas de panique, je vous ai vu en vidéoconférence sur Dax à l'aglo. Ah oui, oui, Céline. Oui, la vidéoconférence sur Dax, ce serait intéressant que j'ai vos retours parce qu'il y a eu vraiment des retours mitigés et j'avoue que ça m'a un peu affectée. Alors Audrey, bonjour Audrey. Oh bah oui, Audrey, je me souviens avec ta poussinette, c'est toi qui es partie à Toulouse il y a pas longtemps. Anne-Marie qui me dit pas de stress quand on a de bons sentiments. Alors aujourd'hui, on va parler des émotions, d'accord? Et donc forcément, c'est intéressant que je regarde ce qui se passe en moi au niveau émotionnel pour ce premier live. Juste une question, est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, je veux bien que vous mettiez des pouces. Est-ce que le son est OK? Parce que c'est vrai que j'ai pas de micro et c'est le son direct sur l'ordinateur.
Alors, Marine, bonjour, conférence à Bayonne et consultation à Tarnos. Bonjour Marine. Ah oui, Marine, alors t'es sur un pseudo, Marine. Blandine, ok, bonjour Blandine. Oh, ça va trop vite là. Blandine, oui, le son parfait, merci pour ce live. Ok, parfait. Hop, hop, hop. Bon, parfait pour le son. Bon, oui. Ok, bon, il est 15h02. J'ai prévu à peu près une heure pour ce live, pour ce premier live. Et normalement, je vous donne déjà l'information, mais je devrais faire un deuxième live mercredi sur la page de l'association pour une éducation bienveillante autour de l'éducation à la paix en tant que confinement, puisque vous savez que l'association pour une éducation bienveillante est vraiment centrée autour de l'éducation à la paix. Et donc, il y a forcément quelques petits points que je vais peut-être répéter. Vous savez que je fonctionne jamais pareil et que je dis pas les choses de la même manière. Mais on sera plus effectivement sur cette question de l'éducation à la paix. Et aussi, quelque part, ce sera une manière de reprendre contact avec les adhérents. Bonjour Christelle. Christelle, je veux bien que tu me notes où est-ce qu'on s'est vu. Alors, je vais commencer à vous présenter un peu comment j'ai décidé de structurer ce temps de conférence. Alors, vous allez me voir baisser les yeux régulièrement. Pour ce temps de live, j'avais pas envie d'y aller comme je peux le faire régulièrement en atelier, en conférence, c'est-à-dire au feeling et puis en contact avec vous. Parce que le live, vous connaissez, enfin, je sais pas si vous en avez fait vous-même, mais je suis face à moi-même, face à l'écran là. Donc j'ai un peu vos interactions à gauche de mon écran, mais c'est beaucoup moins interactif et j'ai des choses que je voulais vous transmettre. Donc je me suis fait un plan que j'ai installé sur ma table devant moi. Donc voilà, je vais lire vos commentaires du coin de l'œil à gauche. Je vois Atelier de l'enfant intérieur à Bayonne. Mais je vais pas m'interrompre tout le temps parce que je sais que moi, quand je regarde des lives et que l'intervenant dit bonjour, coupe son processus de pensée, euh, moi, ça me perturbe parce que je suis avec la personne qui transmet dans son processus de pensée ou dans son processus énergétique. Et à chaque fois, ça coupe, donc c'est un peu compliqué. Donc, je vais surveiller un petit peu du coin de l'œil vos commentaires et mais des fois, quand je serai concentrée, je vais passer à côté. Juste, je vous demande de pas vous en offusquer. Ce qui est sûr, c'est que après le live, j'irai les lire. Voilà. Coucou Sophie. Bonjour Julie. Bon, donc j'étais en train de vous dire, j'ai préparé plein de petites choses devant moi. Je me suis servi aussi des citations d'un philosophe que j'ai eu la chance de connaître grâce au confinement, puisqu'il y a énormément de propositions sur Facebook et particulièrement sur la page présence, à mon avis, j'y reviendrai plusieurs fois. Et voilà, donc je vais m'en servir un petit peu. Alors, ce temps-là, il va être fait de plusieurs parties. J'espère arriver à peu près à les suivre. Et on se donne jusqu'à 16h. Il est possible qu'en fin de live, je nous fasse faire une pratique d'accueil des émotions en fonction effectivement de ce qui aura été dit pendant l'heure. Voilà. Caro, juste avant que je commence, est-ce que tu peux me noter un peu combien on est, s'il te plaît? Parce qu'effectivement, on m'a dit que normalement on voit sur l'écran et moi je vois pas combien on est. Voilà, ça me donnerait une idée. Bonjour Carole. Bravo, elle me marque, enchantée de te voir, Mileshker. Alors, Anne-Marie qui dit on est dû au confinement, on est dans son soin intérieur, qu'il soit le plus bienveillant. Alors justement, on va parler de ça. Alors, je vais commencer sur pourquoi j'ai voulu vous faire ce live. Alors pour deux raisons, c'est pour garder le lien avec vous, ça c'est la première. Et puis la deuxième raison, c'est que en ce moment je suis dans une période, comme un certain nombre d'entre nous, de recentrage. Et de ce recentrage, euh,
je prends vraiment, vraiment, vraiment le temps profondément de savoir ce dont j'ai envie, ce que je veux faire, etc. Et connecté à ça, je me suis mis des défis et j'ai visualisé l'extension que je veux avoir, et dont l'extension professionnelle et la transmission. Et donc cette visualisation, j'ai clairement vu le souhait pour moi de faire de la transmission par live, par vidéo, etc., par ma chaîne YouTube. Et voilà, donc je me suis posé le défi et je suis là. Donc vraiment, merci à vous tous de votre confiance. Merci de me suivre. Je savais pas du tout s'il y aurait des gens ou pas. Et voilà. Donc c'est top. Apparemment, on est une trentaine. Bon, j'ai vu qu'il y avait Fabienne qui était passée par là aussi. Je suis très très contente que vous soyez toutes là. Ça me touche. Et aux hommes aussi, tous là. J'ai une tendance ces derniers temps à mettre un peu tout au féminin, mais ça comprend bien les hommes. Alors, voilà. Donc, juste vous parler, puisqu'on va parler le thème de ce live, c'est les émotions au temps du confinement. Quel beau sujet. J'aurais pas assez d'une heure, vous imaginez. Donc peut-être qu'après on pourra décider ensemble euh, d'approfondir certains sujets. J'en serais vraiment ravie d'approfondir certains sujets avec vous, et même avec vos questions, vos commentaires, etc. Euh, Juste vous donner le contexte de mon propre confinement, parce que parler du confinement sans dire comment on le vit soi et le contexte de son confinement, je trouve ça complètement décalé et inapproprié. Alors, mon confinement à moi, je vais essayer de pas me laisser perturber par les commentaires sur la gauche, parce que je vois qu'il y a Stéphanie qui est de La Rochelle. Bonjour Stéphanie. Je vois qu'il y a Mélissa, qu'il y a Clarisse, Céline. Voilà, super. Et puis Fabienne. Donc mon propre confinement. Donc en fait depuis le fameux lundi où on savait que le président Macron allait nous annoncer le confinement, eh bien je suis chez moi. Voilà, je suis chez moi à Cibourg. J'ai arrêté toutes mes activités professionnelles, donc j'ai arrêté mes séances en présentiel. Je fais encore quelques séances par téléphone. Voilà, pas beaucoup. Je vais en reparler après. Et donc je suis chez moi, je suis toute seule parce que j'ai pas de conjoint, et j'ai une de mes deux filles qui est là une semaine sur deux avec moi, puisqu'elle fait une semaine chez moi, une semaine chez son papa qui habite pas loin. Et donc mon rythme est assez mouvant en fonction de si elle est là, si elle est pas là, etc. Mais et voilà. Et pour un autre facteur extérieur, je suis coucou Cathy. Euh, je suis aussi dans un appartement, donc sans jardin, mais avec un tout petit balcon, mais sur lequel on peut pas manger ou quoi, qui donne sur une rue. Et je suis quand même dans un 70 mètres carrés, donc j'ai de l'espace pour moi toute seule, avec deux chats qui font des gros câlins, voilà. Voilà, ça c'est mon contexte de confinement. Pourquoi j'en parle? Parce que et ce que je voulais dire après, c'est que pour moi, la manière dont nous allons vivre ce confinement et les émotions qui vont venir à l'intérieur de nous, en vague ou pas en vague, euh, eh bien, ces émotions, elles vont complètement dépendre de trois facteurs. Donc, elles vont dépendre d'abord d'un facteur extérieur large, je vais y revenir, d'un facteur extérieur proche, enfin pas d'un facteur, deux facteurs extérieurs larges, deux facteurs extérieurs proches et deux facteurs intérieurs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, les émotions déclenchées en chacun de nous, elles vont être extrêmement différentes, et nos attitudes par rapport à ce confinement, nos actions, nos comportements, nos relations avec les autres et la manière dont on le vit, elles vont dépendre du premier facteur qui est le facteur extérieur large. Le facteur extérieur large, c'est tout ce que je ne peux pas contrôler, tout ce qui est positionné, mis en place par quelque chose de plus grand que moi, euh, sur laquelle je n'ai pas de prise. Donc je vous donne des exemples. C'est le premier, enfin c'est pas le premier, je vais pas les hiérarchiser, ils sont tous interconnectés. Le premier, c'est le fait que le gouvernement
et décidé de ce confinement. Donc ça, c'est pas vous qui l'avez décidé. Facteur extérieur, là, plus large que vous. Deuxième facteur extérieur large, c'est le fait de cette maladie. Cette maladie non plus, vous ne l'avez pas décidé. Vous n'avez pas décidé que ce coronavirus, il arrive et qu'il fasse les effets qu'il fait et tout ce qui est autour de ce phénomène de pandémie. Alors, dans la spiritualité, certains diront que on l'a décidé, etc., etc., mais je vais pas rentrer, ou peut-être, mais plus tard, sur ce domaine-là. Je vais pour l'instant rester en tant que psychologue assez concrète. Donc, on peut en trouver des tas d'autres, de facteurs extérieurs larges. Le fait de devoir signer une autorisation, je sais plus si ça s'appelle plus autorisation, mais une attestation pour à chaque fois qu'on sort, etc. Tout ça, tout ce qui est décidé pour vous de la part d'un extérieur large. Ça, c'est un certain nombre de facteurs qui vont déclencher des émotions en vous et on verra pourquoi et comment après. Deuxième grand domaine, c'est les facteurs extérieurs proches. Alors, je me suis fait une petite liste, moi, mais je pense qu'elle est même pas complète, elle n'est pas exhaustive. Donc, les facteurs extérieurs proches qui vont déclencher des émotions en vous, et vous savez, si vous m'avez déjà entendu que les émotions se déclenchent suite à un stimulus, qui est une situation, eh bien, les facteurs extérieurs proches, ça va être, alors je les ai pas hiérarchisés non plus, j'ai juste positionné en fonction de comment ils venaient. Donc ça peut être la taille du logement, et si vous avez un logement d'ailleurs, si vous avez un logement, sa taille, est-ce qu'il a un extérieur? Est-ce que comment il est ce logement? Est-ce que c'est très bruyant parce que vous avez des voisins qui passent la perceuse ou qui voilà des perturbations? Les personnes qui sont à l'intérieur de votre logement, voilà. Si vous êtes seul aussi dans ce logement, et si vous n'êtes pas seul, les personnes qui sont à l'intérieur de ce logement, quel rapport vous avez avec elles et quelles attitudes ont-elles avec vous, avec les autres, mais aussi avec ce confinement. Donc les attitudes et les émotions qui sont là par rapport à ce confinement. Et ça va forcément jouer sur vous. Donc vous imaginez bien, si vous êtes en confinement avec quelqu'un qui vit super bien le confinement, qui prend du temps pour lui, qui est vraiment quasiment en joie de enfin pouvoir se poser, etc. Cette personne, elle va vibrer des émotions et de l'énergie extrêmement agréable, positive et joyeuse. Ce qui va pas du tout être le cas de si vous êtes chez vous, confiné, avec quelqu'un qui est dans un phénomène de lutte et qui va être peut-être en lutte en râlant ou en étant en colère contre tout le monde. J'y reviendrai sur les émotions tout à l'heure. Donc la personne, elle peut être dans la colère, dans la tristesse ou quoi. En tout cas, ça va pas déclencher les mêmes vibrations. Donc ça, c'est un des facteurs. Je me suis marqué aussi que ce confinement, on va le vivre plus ou moins bien selon si on est touché par la maladie. Que ce soit le coronavirus ou que ce soit une autre maladie, une pathologie. Comment est-ce que je suis touchée? Est-ce que je suis pas touchée? Est-ce que mes proches sont touchés? Et est-ce que j'ai quelqu'un qui est touché et qui est peut-être hospitalisé en réanimation ou peut-être décédé? Est-ce que à l'heure actuelle j'ai quelqu'un de proche ou peut-être de moins proche ou quelqu'un de très proche qui est en EHPAD par exemple? Donc tous ces facteurs-là, c'est encore un facteur. Ensuite, un des autres facteurs que j'ai vu, facteur donc externe proche, c'est votre situation financière. C'est-à-dire que est-ce que vous n'allez pas vivre le confinement de la même manière si vous êtes en situation financière précaire, c'est-à-dire que finalement vous n'avez pas de revenus du tout parce que votre statut professionnel, peut-être que vous étiez salarié, mais pas du tout en CDI. Enfin, vous étiez pas salarié, vous étiez sur des contrats précaires et que tout s'est arrêté d'un coup, que vous avez aucune économie, etc. Ça va pas du tout être la même situation que quelqu'un qui est en CDI ou voilà, dans CDI, quel que soit son type de CDI, fonctionnaire ou CDI dans une boîte privée, etc.
qui est sûr d'avoir son salaire. De la même manière, vous êtes en chômage partiel, la situation de votre conjoint, votre taux d'endettement, etc., etc. Mais on va voir que quels que soient les facteurs, à un moment, on peut aussi dépasser ça. Et on verra ça en fin de live. Donc j'avais marqué un dernier facteur, mais vous imaginez bien que c'est pas le dernier. Non, j'avais marqué, je vous l'ai dit déjà, c'est les personnes avec lesquelles je suis confinée. Donc il y en a un certain nombre d'autres. Si vous pensez à d'autres facteurs extérieurs proches, vous pouvez me les marquer en commentaire, je pourrais les dire si ça coupe pas le fil de ma pensée. Coucou Georges, je suis très contente que tu sois là. Donc je vais sur le troisième facteur qui va déclencher ou faire le fait que je vive bien cette période de confinement ou pas. Donc le troisième, je vous l'ai dit, c'est les facteurs internes. Donc les facteurs internes, le mot interne doit déjà vous parler, c'est les facteurs, c'est comment est-ce que je vis mon intériorité. Ai-je déjà pris contact avec mon intériorité? Est-ce que je suis déjà dans une démarche avant le confinement? Est-ce que j'étais déjà dans une démarche d'aller rencontrer mon intériorité? Juste sentir ça. Est-ce qu'avant le confinement, j'étais déjà dans une démarche d'aller rencontrer mon intériorité? Et autre question, est-ce que avant le confinement, j'étais dans une démarche de conscience? Et est-ce que j'étais dans une démarche de responsabilité? Alors pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà vu en conférence ou en atelier, etc., vous savez que les notions de conscience et de responsabilité, c'est des notions qui sont essentielles pour moi. Et je pense que je vais les développer en filigrane sur tout le livre. Mais c'est être en conscience de soi-même, ça veut dire quoi? Ou être en conscience tout court, c'est oser allumer la lumière. Moi, j'aime beaucoup cette métaphore d'oser allumer la lumière ou la conscience, parce que la lumière, allumer la lumière, c'est absolument sans aucun jugement. Sans aucun jugement. La lumière, quand elle est éclairée, elle éclaire tout. Elle éclaire tout ce qui est là, et elle ne dit à aucun objet, aucune personne, aucun être, à toutes les choses, elle éclaire tout ce qui est là, sans jugement, sans hiérarchisation, de manière neutre, et on pourrait dire presque bienveillante, puisque elle éclaire. Et donc la conscience, pour moi, c'est vraiment allumer la lumière sur ce qui est là. Le deuxième facteur, c'est la responsabilité. Alors ça, c'est un facteur qui est extrêmement profond et qui souvent dérange, qui gratte, hein, comme j'aime à dire souvent. La responsabilité de ce qui se passe en soi et la responsabilité de sa vie. C'est là où je vais un peu vous embarquer aujourd'hui dans ce live, c'est redevenir, on va finir ce live avec une partie que je vais nommer redevenir acteur de sa vie. Donc je vais pas y venir trop vite tout de suite, mais juste là sur cette première partie, au niveau de ce mot de la responsabilité, c'est est-ce que avant le confinement, j'étais déjà en responsabilité de mes émotions? Ou à l'inverse, est-ce que je projetais sur les autres la responsabilité de ce qui se passe pour moi? Un exemple, j'ai une colère qui surgit à l'intérieur de moi, qui est là, eh bien, j'en rends l'autre responsable. C'est la faute de l'autre si je suis en colère, et même c'est la faute de l'autre s'il m'est arrivé ça. Et ça, cette projection de la responsabilité, c'est quelque chose qui est très présent quand vous regardez les réseaux sociaux et puis les informations, etc. Quelque chose qui est très présent à l'heure actuelle dans ce confinement. C'est on va chercher des coupables. Donc j'y reviendrai tout à l'heure à ça. Donc pour finir cette partie-là, c'est déjà, je vais vivre le confinement de manière beaucoup plus paisible si j'ai pris la
responsabilité, si je me suis mis en conscience et que j'ai pris la responsabilité de ce qui se passe en moi. Et du coup, ce confinement va me permettre de faire un voyage. Vraiment, un voyage. J'espère que c'est ce qui se passe pour vous. Et si c'est un voyage qui est compliqué, j'espère que ce live vous aidera et j'en mettrai en place probablement d'autres dans les jours qui viennent de manière à vous accompagner. Donc je vais continuer sur la suite que j'avais prévue. Alors, je vous interpelle maintenant sur quelque chose où, excusez-moi, je ferme les petites fenêtres qui apparaissent. Je profite pour dire bonjour à Phil et à Christine et à Marion aussi. Bonjour Marion. Je me dis pas bonjour à moi-même. Hein. Marion, que je suis ravie de vous retrouver ici. Donc, une petite question pour vous, que vous répondiez dans les commentaires. À votre avis, quelle est l'émotion, puisqu'on est sur le thème des émotions, quelle est l'émotion qui est la plus présente à l'heure actuelle? Alors, attendez, répondez pas trop vite. Juste respirez. Et je ne vous demande pas, ma question, c'est pas de savoir quelles sont les émotions en vous, c'est quelles sont les émotions qui sont vécues là, de manière générale, les deux émotions qui sont le plus fortement vécues à l'heure actuelle. Je vous laisse répondre. Bonjour Katialine, ça fait plaisir de vous voir. Comme ça, je regarde un petit peu aussi qui est là. Merci Caro de me tenir au courant. Donc apparemment, on est 50. Merci de votre confiance. Et vraiment, merci. Je me sens en gratitude de votre confiance et du fait que vous me laissiez vous accompagner. Alors, je vous repose ma question. Vous pouvez les marquer en commentaire. Comme ça me permettra un peu d'interagir avec vous. Quelles sont les deux émotions qui sont le plus ressenties par la majorité de la population? Alors, on va pas aller en Inde et tout ça, mais allez, on va rester sur la France ou sur l'Europe. Alors, j'ai une réponse peur, frustration et peur et joie, angoisse, incertitude. Intéressant le mot incertitude. Frustration et colère. J'adore vos réponses. Appréhension et frustration. Pas mal. Je vous propose, pour ceux qui ont déjà répondu, de voir espoir, sérénité, parfois agacement, colère, inquiétude et amour. Deux opposés, colère et joie, peur. Je vous propose de regarder les deux mots que vous avez écrits en commentaire. Est-ce que c'est des émotions que vous ressentez là, dans cette période de confinement? Est-ce que c'est celle-là que vous ressentez dans cette période de confinement? Alors, Georges, probablement appréhension, source de peur, c'est cool, oui, je vais y revenir. Nathalie, paix, dualité, ok. Marine, peur mais paix, ambivalence entre surprise et frustration, ouais, super. La méfiance, est-ce une émotion? Alors, la méfiance, c'est pas une émotion, c'est une attitude. Je vais probablement en reparler après, mais vous avez l'émotion, qui est le phénomène énergétique, biologique, physique, bien sûr émotionnel, mais qui se passe à l'intérieur de soi, qui est cette vague qui surgit avec un déclencheur. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. J'ai fait un petit dessin, parce que je me suis dit que forcément, à un moment ou un autre, j'allais en parler dans ce live. Voilà, je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc ça, c'est la vague émotionnelle. Est-ce que vous la voyez? Oui, c'est bon. Donc, vous voyez, j'aurais dû le mettre sur un support dur parce que je vais trembler. Alors, la vague émotionnelle, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de... Elle démarre, donc ça veut dire ça, que vous êtes dans un état calme et tranquille, il se passe rien, votre océan est plutôt calme, et puis, il passe quelque chose. D'accord? Donc là, par exemple, le S de situation, ou de situation ou stimulus, on peut parler par exemple de l'annonce du confinement. Ok?
Et donc, au moment de l'annonce du confinement ou de tout autre stimulus que vous prenez, par exemple ce soir, quand Macron va prendre la parole et selon ce qu'il va dire, vous allez être sur ce point-là. Donc, pour certaines personnes, ils arrivent à rester, le même stimulus va faire qu'il n'y a pas d'émotion, la vague, elle démarre pas. Et puis pour d'autres, vous avez une émotion qui va monter ici, monter, 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 monter. Et comme l'émotion est une vague énergétique qui monte et qui finit toujours par redescendre, ce que j'explique dans une des méditations sur ma page YouTube, eh bien, la plupart d'entre nous, on ne laisse pas l'émotion aller au bout et se dérouler. Donc, pourquoi j'ai marqué cette petite zone en rouge? C'est la zone la plus dangereuse. Alors, ce que j'appelle dangereuse, la plus risquée, la plus sensible, c'est au moment où l'émotion elle est montée, elle est montée, elle est montée, et plus elle monte et plus les sensations corporelles désagréables sont fortes dans le corps. Et à ce moment-là, et puis je vous ai dit la vague émotionnelle est une énergie. À ce moment-là, l'énergie va chercher à sortir du corps, à se décharger, parce que à l'intérieur du corps c'est trop difficile, c'est trop inconfortable. Et de manière à ne plus ressentir ces sensations inconfortables et désagréables, eh bien, je vais chercher une porte de sortie. Et ma porte de sortie, elle va utiliser les mécanismes habituels de la survie, puisque nos émotions, elles sont vraiment, euh, elles ont été mises en place à l'intérieur de nous pour prendre soin de nous sur la question de la survie, sur rester en vie. Le souci, c'est que la plupart du temps, on n'est pas dans des situations de survie et on les utilise de cette manière-là. Et donc, j'ai cette émotion qui monte à l'intérieur de moi. Vite, je cherche à la faire sortir, je cherche à à la décharger, plutôt que d'accepter, d'accueillir qu'elle vive en moi et de laisser la vague se dérouler. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important sur lequel je reviendrai peut-être à la fin. Et donc, je me souviens plus tout à l'heure le mot exact de la personne sur laquelle j'ai commencé cette intervention. Mais donc, ah oui, c'était méfiance. En fait, la méfiance est une attitude. C'est que je me mets en retrait de l'autre, je me méfie de l'autre, du gouvernement, de la situation, de mon conjoint ou de mes voisins, etc. Parce que j'ai la émotion de peur qui s'est déclenchée. Et plutôt que de la regarder et la vivre à l'intérieur de moi, eh bien, je mets en place un comportement de fuite, hein, puisque la méfiance, c'est la fuite. Il peut y avoir un peu de repli aussi. Je reste à l'intérieur de moi, au lieu de juste regarder ce qui se passe là-dedans. Voilà. Ça y est, je me suis laissée embarquer. J'espère que ça vous a parlé, cette question-là. Ça m'a permis de remettre les bases de qu'est-ce qu'une émotion. Tout le monde va bien? Oui? Alors, je continue. Donc, vous m'avez beaucoup parlé, chacun d'entre vous, peur, colère, etc. Donc ça, on reviendra dans une autre partie sur chacune des émotions dans ce temps de confinement. Et on reviendra sur chacune des émotions on fera la différenciation de si elles sont en conscience ou si elles sont pas en conscience. Si elles sont pas en conscience, elles vont entraîner une réaction, le mécanisme réactionnel. Et si elles sont en conscience, on va être sur la mise en place d'un comportement conscient ou d'un non-comportement. Mais là, on va être vraiment en responsabilité et en conscience de sa vie et on va être sur un choix conscient. Et ça, c'est une question essentielle. Parce que vous pouvez très bien décider de mettre en place la lutte, c'est-à-dire de poser un non ferme pour poser vos limites, connecté à une colère dont vous avez pris conscience. Mais ça, ce sera un acte conscient. Parce que contrairement à ce que croient certaines personnes, savoir faire avec nos émotions et puis trouver une paix intérieure, c'est pas être un bisounours et dire oui et amen à tout. Savoir faire avec nos émotions, apprivoiser nos émotions, être en paix avec nos émotions, ça veut pas dire non plus ne plus avoir d'émotions.
ça veut dire vraiment être en conscience et en responsabilité, et que lorsqu'une émotion surgit, on va se connecter à notre besoin et on va mettre en place ou pas une action consciente. On ne sera plus dans le réactionnel. Et c'est le réactionnel qui nous fait souffrir aujourd'hui. Bonjour Véro, je suis super contente. Je pensais beaucoup à vous, hein, et à Terre d'ici. Alors, je continue. Je voulais aborder la question de en quoi ce confinement nous fait vivre des sensations totalement inconnues. Ça, c'est ma deuxième partie. C'est ce confinement, il nous met face à une situation inconnue, inédite, à une situation inconnue et inédite. Vous serez tous d'accord avec moi pour dire ça. On n'a jamais, jamais connu ça. Nos parents n'ont pas connu ça. Nos grands-parents n'ont pas connu ça. Il y a eu d'autres formes de choses euh, vécues. Dire difficile, mais voyez, j'ai pas eu envie de le dire. Il y a eu d'autres situations, mais pas celle-ci. Et celle-ci, elle est inconnue, inédite. Alors en quoi elle est inconnue et inédite? Alors je vais d'abord vous dire, comme tout à l'heure sur les facteurs, les 4 mots principaux. D'abord, elle est inédite par son imprévisibilité. L'imprévisibilité. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Après, on ne peut rien anticiper. Je vais le développer un peu. Deuxième facteur, c'est une période inédite qui est de ne plus bouger. Stop, je m'arrête. Vous avez connu déjà une situation où on vous demande ça. Troisième point, c'est une période, ce confinement, qui nous fait vivre et qui nous connecte à nos angoisses existentielles. J'avais pas du tout pensé à vous parler de ça, et ce matin en préparant ce live, pouf, je me suis connectée à ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça. Les angoisses existentielles qu'on passe notre temps à fuir. Je vais y revenir juste après. Et le quatrième point, c'est elle nous met face à nous-mêmes. Nous met face à nous-mêmes en loupe. Là, on peut plus se cacher. On peut plus se cacher. Et on peut plus se cacher notre réalité extérieure, ni se cacher notre réalité intérieure. Waouh! Et puis finalement, c'est un quatrième, un cinquième point. Je vais le développer parce que ça c'est un point qui est très précieux pour moi. C'est la question du contrôle et du non-contrôle. Qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler. Mais celui-là, je l'évoque là et puis j'y reviendrai à la fin. Bon. Alors, le premier point, l'imprévisibilité. Ça veut dire quoi? Donc ce confinement, il nous fait vivre ça. Il nous connecte avec la sensation qui va déclencher des émotions, hein, le S, sensation, qui va déclencher des émotions, que là, dans cette situation-là, je ne peux rien prévoir. Je ne peux pas me projeter. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas la date de sortie, on ne sait pas comment, quoi, ce qui va se passer après, on n'en sait rien. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, impossibilité de se projeter, impossibilité de prévoir, impossibilité d'organiser, impossibilité de rien marquer dans l'agenda. Et donc, ça renvoie à quoi? Au contrôle. Et j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont tout à fait conscients que nous vivons dans une société qui fonctionne à l'hyper-contrôle. On contrôle, on maîtrise. Donc là, par exemple, je peux vous donner un petit exemple, mais qui est un millionième et encore milliard d'exemples qu'on peut trouver. Et là, je vais parler de contrôle subtil, hein. C'est-à-dire que il y a des contrôles qu'on voit, qui sont très visibles, de la lutte, allez, on va surcadrer, c'est moi qui décide, etc.
Et puis il y a d'autres choses qui, même dans les émotions, dans le lâcher prise, etc., qui est une notion lâcher prise qui est assez contrôlante selon comment on l'a dit. Hein, il faut lâcher prise, c'est complètement contrôlant et en lutte. Eh bien, mon petit exemple, c'est en temps de non-confinement, avant, parce que je ne sais pas ce dont sera fait après. Je travaille dans l'hôpital de jour à Bayonne, où je fais des ateliers autour des émotions avec des personnes, des patients qui ont été hospitalisés pour différentes raisons et qui sont sortis et qui sont rentrés chez eux et qui, invités par leur médecin, viennent faire cet atelier par rapport à leurs émotions. Alors pourquoi je le dis comme ça et que j'hésite, c'est parce que vous savez comment vous devez imaginer comment est-ce que les médecins et l'hôpital de jour a nommé cet atelier. Ben, ils l'ont appelé gestion des émotions. Eh oui, gestion. Ah, tiens, gérer, hein. Allez, vite, vite. Là, c'est important de gérer ses émotions. Eh ben, dans le mot gestion, il y a encore de la lutte. Si je gère mes émotions, je suis encore dans une volonté de contrôle et de lutte. Donc, pour revenir à ce premier facteur, il faut que j'avance un peu parce que je vois qu'il est 15h38. Pour revenir à ce premier facteur de imprévisibilité, que ce confinement nous fait de l'imprévisibilité, et donc le lâcher prise, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, en fonction de comment est-ce que avant le confinement, on aura regardé, accompagné, et puis mis en mouvement, vous voyez, j'allais dire travailler. Travailler, c'est encore un mot de contrôle. Donc on aura mis en mouvement et transformé cette histoire de contrôle pour aller vers un vrai accueil, un vrai, j'ai trouvé un mot super l'autre jour, je le cherche là, pour aller vers un vrai, vraiment un accueil et une totale ouverture à ce qui est. Et ben en fonction de si j'ai travaillé ça avant le confinement ou pas, ou si j'ai accompagné ça avant le confinement ou pas, vous voyez, je le dis encore, eh bien, je vais hyper mal vivre ce confinement ou pas. Donc maintenant, je viens sur le deuxième critère qui est ne plus bouger, rester chez soi. Pouf, on nous arrête là. Stop, tu t'assieds, tu restes là. Alors, j'exagère un peu par le tu t'assieds parce qu'on a le droit quand même de bouger à l'intérieur de chez soi, on a le droit de signer 2-3 attestations pour sortir, etc. Et cette période nous demande euh, vraiment de stop. Je m'arrête, je suis là. Je peux plus m'agiter. Je peux plus m'agiter. Alors j'en parlais avec une amie tout à l'heure au téléphone et, euh, et on parlait de l'hyperactivité. Et donc cette amie, elle m'a dit, Marion, t'es pas un petit peu dans ce profil-là, toi? Mais elle l'a dit de manière hyper bienveillante et avec un vrai interrogation derrière, ce qui était très agréable. Parce que c'était une vraie ouverture à pouvoir me dire et regarder en moi plutôt qu'un jugement, ce qui fait toute la différence. Et donc elle me dit ça, Marion, et avec tout ce que tu fais, toi, tout le temps, là, tout ce que tu fais, et c'est vrai que les personnes qui me connaissent, elles savent que je suis une personne assez active. Eh ben, quand elle m'a dit ça, j'ai regardé dedans et j'ai dit, mais écoute, en fait, j'ai déjà regardé cette question-là et je pense que mon activisme, mon activité, il est relié à ma créativité, à mon inspiration et à mon enthousiasme. Et ce que je lui ai pas dit tout à l'heure et qui vient là, c'est aussi peut-être à mon sentiment d'urgence profond, existentiel, sur le fait d'accompagner euh, autour de l'éducation à la paix et autour de la responsabilité et la conscience, parce qu'il y a urgence. Et ce qui me fait dire que c'est pas de l'hyperactivité, c'est que j'ai la possibilité de m'arrêter pour sentir et que je n'en souffre pas et que je suis capable de m'asseoir pour regarder ce qui se passe dedans et laisser, vous savez, je vais vous prendre la métaphore de l'eau agitée. Quand on va prendre un étang, et bien quand vous agitez l'eau, vous avez la boue au fond qui vient dans l'eau et qui assombrit l'eau. D'accord?
Et finalement, dans cette eau un peu assombrie, on vit dedans depuis un certain temps et puis on trouve que c'est la norme. Si je me pose avec moi-même, je pose mon agitation intérieure. Et lorsque je pose mon agitation intérieure, eh bien, les choses vont devenir claires et la terre, qui fait la boue, en fait, elle va se poser au fond. Et je vais pouvoir allumer la lumière et regarder dans la clarté de ce qui est là. Mais effectivement, pour certaines personnes, ça peut être très violent. Pour une raison, c'est que pour toutes les personnes qui ont mis des émotions enfouies sous le tapis, qui ont mis des émotions sous le tapis et qui les ont enfouies depuis très longtemps, peut-être depuis leur enfance, eh bien là, le surgissement, le fait de ça va faire surgir tout ce qui avait essayé d'être pas senti par l'agitation. C'est un peu comme, je sais plus quel auteur j'avais lu qui parlait de cette flipper. C'est un peu comme une boule de flipper euh, qui, euh, en fait, on s'agite et l'émotion à l'intérieur, elle va passer son temps à bouger, etc., ne jamais s'arrêter. Elle va un peu taper les parois, donc ça va pas être tout le temps confortable, mais au moins, si je la sens pas, quoi. Et là, cette période de confinement, elle nous arrête net et elle nous fait sentir ce qu'il y a dedans. Alors, elle nous fait sentir ce qu'il y a dedans et elle nous fait sentir aussi et voir ce qu'il y a dehors en loupe. Donc, du coup, c'est pour ça que dans cette période très particulière, moi j'ai donc quelques patients au téléphone et j'ai été hyper agréablement surprise déjà de voir que mes patients vont bien dans cette période de confinement. Pour la plupart, les émotions, des vagues, mais ils vont assez bien. Mais une personne dernièrement m'a dit, mais Marion, comment ça se fait que en ce moment les choses elles ressortent aussi fortes? Eh ben c'est exactement pour ça, c'est-à-dire que actuellement le fait de vous arrêter ne vous permet plus de faire semblant. On peut plus se planquer. On peut plus se planquer. Ah, ben oui, ben quelque part c'est un cadeau. Et notre monde a besoin de ça. Notre monde a besoin de conscience, a besoin de conscience, de responsabilité. Et j'ai vraiment envie de vous dire que ce mécanisme d'oser regarder en soi et de regarder, d'oser allumer la lumière doit vraiment se faire avec la bienveillance et l'amour. C'est que tout ce qui est là en vous et autour de vous, la vie que vous avez construite, les émotions qui sont là à l'intérieur de vous, eh bien, elles sont là et elles sont dues à la vie que vous avez vécue. Elles sont dues à vos événements de vie, à vos premiers chocs émotionnels, etc. Et ça vous constitue, ça vous constitue. Donc vous mettre en lutte avec ça va empirer les choses. C'est-à-dire, je crois que c'est dans le bouddhisme qu'on dit que, en fait, dans les événements, dans la vie, euh, il y a des événements qui déclenchent en nous des douleurs, mais c'est nous qui les transformons en souffrance. Donc, comment est-ce qu'on transforme une émotion en souffrance? C'est en rajoutant une émotion à l'émotion, en s'en voulant de vivre cette émotion-là, ou alors en projetant, en étant dans le réactionnel avec cette émotion-là et en nous abîmant ou abîmant nos relations. Donc, juste rester et accueillir tout ce qui est là, même et surtout si c'est inconfortable. Juste, je vous laisse le temps de ressentir ça. Est-ce que je peux juste faire ça? Oser m'aimer, oser m'accueillir. Parce que tout ce qui est là en moi, toutes mes cicatrices, toute mon intériorité, ma lumière, mon ombre, ça fait partie de moi. Tout ça, ça fait partie de moi. Je ne suis pas que lumière,
j'ai une partie qui est plus sombre, et qui est faite de de mes souffrances anciennes, de mes chocs émotionnels, de mes traumas, de mes non-connaissances dans fait avec mes émotions, comment je fais dans la relation, etc. Et donc, si vous êtes là aujourd'hui et que vous regardez ce live, c'est parce que vous avez décidé de mettre ça en conscience. Et plus on sera nombreux dans cette démarche-là, et plus la paix sera possible. Ça veut pas du tout dire qu'il y aura plus d'émotions, ça veut pas dire qu'il y aura plus de vagues, mais beaucoup plus rapidement, on va pouvoir respirer, regarder ce qui se passe en soi. Et si jamais on a mis en place un comportement difficile, agressif ou malveillant, dans le sens où ça ne veille pas et où ça a pu faire mal à l'autre, eh bien, à ce moment-là, excusez-moi, j'ai été déconcentrée par un appel. Peut-être que la personne, elle s'est trompée de bouton. Euh, si j'ai posé quelque chose à partir de cette zone plus difficile en moi, plus en souffrance en moi, eh bien, me mettre en conscience et respirer avec ça, et ne pas m'en vouloir en rajoutant une émotion, mais plutôt respirer, me pardonner et aller vers l'autre, auprès de l'autre, pour lui expliquer ce qui s'est passé en moi et lui demander pardon. Tout va changer. Et en plus, vous modélisez une attitude de conscience, responsabilité et paix, pacification. Bon, alors, je continue. C'est sur le ne plus bouger. Les angoisses existentielles maintenant. En fait, je me suis reconnectée à ça tout à l'heure. Je crois que le live il va durer un peu plus qu'à 16 heures. Si vous êtes OK, on va se laisser jusqu'à 16h30, j'espère. Ouais, de toute façon, je sais que quand je couperai le live, il sera sur ma page et vous pourrez le re-regarder si jamais pour ceux qui doivent partir à 16 heures. Je vais me laisser le temps. Voilà. Donc alors, en ce qui concerne les angoisses existentielles, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je parle d'angoisse existentielle par rapport au thème du confinement et des émotions dans le confinement? Les angoisses existentielles, c'est quelque chose dont on parle peu, très peu, qui font partie finalement à la fois de la spiritualité, mais aussi de la psychologie, et ce qu'on appelle de la psychologie existentielle. La psychologie existentielle, c'est vraiment c'est une psychologie qui s'intéresse aux questions de fond de l'humanité. Et donc, l'auteur, moi, par lequel j'ai découvert la psychologie existentielle, c'est Irvin Yalom. Son bouquin, je crois que c'est, je vous le dirai peut-être tout à l'heure, je l'avais mis par là. Irvin Yalom, il a écrit un certain nombre, mais je crois qu'il y en a un qui s'appelle Thérapie existentielle. Et donc, il y a 4 grandes angoisses existentielles qui sont définies. Et vous allez voir, je vais pas les approfondir là, mais qu'on peut les retrouver par rapport aux émotions qu'on vit par rapport à ce confinement. Donc, les angoisses existentielles, eh bien, la première, c'est l'angoisse de mort. Donc, l'angoisse de finitude, l'angoisse de mort. Et donc, avec cette question du coronavirus et donc du confinement, mais aussi d'un nombre de morts conséquent par jour qui nous est annoncé aux informations, etc., eh bien, cette période, elle nous connecte. Elle nous connecte à cette angoisse qu'on essaye la plupart du temps de ne pas rencontrer. Dans notre société, nous passons notre temps à fuir l'idée de notre finitude. Oui, nous allons mourir. Oui, nous ne savons pas quand et comment. Quel est le plus grand non-contrôle que ça? Et donc, vous avez remarqué que dans notre existence, dans la société dans laquelle on vit, ce qui n'est pas le cas partout, hein, ce qui n'est pas le cas dans dans tous les pays ouais, eh bien, en France et dans pas mal de pays européens, par la mort, impossible. Parler de ma mort, encore moins. Envisager ça? Non.
Et pourtant, il y a quelque chose en nous d'extrêmement profond qui sait que nous ne savons pas. Il y a quelque chose en nous d'extrêmement profond qui sait que nous ne savons pas. Qui ne veut pas lâcher prise. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fuit. Allez hop, on se remet à courir, on se remet à bouger partout, on se remet à pas y penser, etc. Jusqu'au jour où on se prend dans la figure, soit la mort d'un proche, soit une maladie, soit un certain nombre de choses. Et là, ce qui se passe en ce moment nous met ça, j'allais dire en plein cœur. Ouais, je crois que c'est ça en plus. Notre mental, il peut continuer à essayer de s'agiter, oh non, non, etc. À l'inverse, ça dépend comment vous vivez tout ça. Mais là, on s'arrête, on se pose. Et ouais, il se passe quoi là? Il se passe quoi aussi s'il arrive quelque chose à nos enfants, à notre famille? Vous voyez, par exemple, si un de nos enfants commence à tousser, a de la fièvre. Moi, je sais que j'ai eu une énorme émotion il y a quoi, 10 jours, quand ma fille, j'ai une de mes filles qui est à Bordeaux, qui a décidé de rester à Bordeaux dans son tout petit studio avec son copain. Je sais qu'ils sortent un peu dans Bordeaux, alors pour faire les essentiels, hein. Au début du confinement, son copain est pour sortir et tout. J'ai dû vraiment accueillir les émotions qui étaient en moi et ne pas chercher à la contrôler pour ne pas avoir d'émotions. J'ai vraiment travaillé sur le fait d'accueillir ce qui se passe en moi et de pas la parasiter avec ça et vraiment de comprendre profondément qu'elle était en train de faire ses expériences et que je ne pouvais pas contrôler ça. Par contre, ce que j'ai pu faire, ce qui était en mon pouvoir, c'était de lui dire ce que ça déclenchait en moi. Ça, oui, ça fait partie de la zone que je contrôle, de pouvoir regarder mes émotions et de pouvoir lui communiquer mes émotions en lui disant, voilà, quand j'apprends que tu sors, que tu rencontres des gens, ou que ton copain sort, rencontre des gens et qu'il est au contact de toi, eh bien, à l'intérieur de moi se déclenche la peur que tu attrapes le virus, que tu sois malade et que tu meurs. Oui, on peut aller jusque-là. Oui, on peut dire ça. Ça, c'est la responsabilité et ça fait partie de la zone que je peux contrôler. Mais ça nous connecte à l'angoisse de mort. On pourrait étendre, si vous voulez, on pourra faire un live là-dessus, sans aucun problème. À la fin du live, je vous demanderai un peu les thèmes que vous voulez qu'on aborde d'autres fois, mais à la fin seulement. Donc la deuxième angoisse existentielle, et je serai plus rapide sur les autres, c'est la deuxième, c'est l'isolement. Donc tout ça, c'est des angoisses existentielles, hein. C'est l'angoisse, vous connaissez ce mot, existentiel, profond, ok, de notre existence, de notre humanité. C'est chacun d'entre nous, tous, on a ces angoisses existentielles, plus ou moins crispées, plus ou moins ouvertes, plus ou moins conscientes. Et donc la deuxième, l'isolement, elle est connectée avec la solitude existentielle. C'est vraiment cette sensation, cette conscience que nous sommes, que même entourés, nous sommes seuls et quand dans nos grandes situations de vie ou nos choix, ou au moment où nous quitterons ce corps, nous serons seuls. Et en même temps, en travaillant à ça, alors vous voyez, je dis le mot travailler beaucoup, je vais essayer de me reprendre, en accueillant ça, en mettant ça en conscience et en l'apprivoisant, on peut être totalement en conscience que nous ne sommes jamais seuls, puisque nous sommes tous interreliés dans l'amour. Donc la troisième angoisse existentielle, c'est l'absence de sens. Alors vous imaginez que là aussi on est en plein dedans, hein, les trois que je viens de vous dire, angoisse existentielle de solitude, on est en plein dedans. Pour en plus ceux qui sont confinés seuls, l'absence de sens, waouh, ok, est-ce que ça a du sens tout ça? Et puis la dernière, la quatrième angoisse existentielle, c'est celle de la responsabilité qui est reliée au libre arbitre et à l'angoisse de liberté. C'est l'angoisse qui est reliée au fait que j'ai la responsabilité de ma vie. Et ça peut nous relier, et oui, c'est bizarre que ce soit angoissant d'être relié à la responsabilité de sa vie, et oui,
Parce que du coup, je peux plus accuser personne si je prends la responsabilité de ma vie. Hein, je peux plus accuser personne de ce qui m'arrive. Et donc ça, c'est associé à l'angoisse de la liberté, c'est-à-dire que prendre la responsabilité de ma vie, ça me donne la liberté de mouvement, ça me donne la liberté d'être, ça me donne la liberté d'extension, etc. Mais ça me donne aussi la responsabilité. Et là, bah, celle-ci, elle est aussi complètement enflammée dans cette période de confinement. Voilà, ça c'était pour la question des angoisses existentielles. Je voulais finir cette partie avec le fait que la situation actuelle, elle nous met un temps de pause et nous oblige à arrêter de bouger, de courir. Ça, je vous l'ai dit. Et finalement, je voulais juste vous interroger, je vais juste vous lancer la perche. Et peut-être, voilà, on verra ce qu'on en fait plus tard. Mais juste se mettre en conscience, je pense que plein d'entre vous l'ont déjà fait, ça nous met en conscience de l'avant-confinement. Comment ça se fait que nous avions, et je me mets dedans, des emplois du temps aussi surchargés? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qui se passait pour que nous passions notre temps à courir partout et qu'une des phrases les plus formulées, ce soit j'ai pas le temps. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passait en nous? Qu'est-ce qui se passait en nous au niveau individuel? Qu'est-ce qui se passait en nous au niveau groupal? Qu'est-ce qui se passait en nous au niveau collectif? Et quand je parle de collectif, je peux pas parler de collectif mondial. Qu'est-ce qui se passait en nous pour que nous ayons surchargé nos emplois du temps à un point où nous passions notre temps à courir partout, à ne plus connecter à nos essentiels, à ce qui nous faisait du bien, sans prendre ce temps avec nous-mêmes et de dire ah non, hein, moi j'étais la première à dire ou à me dire, je sais pas si j'ai osé le dire tout haut, mais probablement j'ai osé le dire tout haut, c'est que ça faisait très longtemps que j'avais envie de me mettre à méditer tous les jours, de vraiment prendre ce temps de méditation tous les jours, et particulièrement le matin. Et vous imaginez en fait quoi? C'est que je le faisais jamais. Le peu de fois où je méditais, c'est parce que soit moi j'accompagnais une méditation dans un groupe ou un atelier, soit j'allais à un atelier où ça me faisait méditer, mais c'était hyper rare. Sauf une partie de ma vie où j'allais tous les mardis et où j'ai adoré à une méditation hebdomadaire. Et ça s'était arrêté. Et donc j'étais la première à dire non, j'ai pas le temps. Ah mais non, j'ai pas le temps. Je voudrais vous donner quelque chose qui m'avait vraiment mis ça en loupe et fait bizarre, mais pas pour moi, plus général. En fait, il y a quelques temps, euh, il y a quelques mois de ça, l'année dernière, je crois, j'ai euh, pas embauchée parce que c'était pas un CDD, mais j'ai été invitée par une communauté de communes à faire des interventions pour la communauté de communes et j'ai été invitée à faire des cafés par an. Donc l'idée était géniale, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que la communauté de communes avait comme projet de proposer aux parents un temps de se rencontrer autour d'un café juste après l'école. Et donc la communauté de communes, elle a mis en place dans tous les villages de sa communauté de communes, parce que j'y suis allée 10 ou 12 fois, et ben ce temps où j'étais là et pendant 1 heure et demie, je crois, ou 2 heures, c'était programmé comme ça et ils avaient acheté des gâteaux, des boissons, etc., trouvé une salle, etc. Eh bien, vous savez combien on a eu de personnes? Eh bien, on a eu personne. Et pendant qu'on avait personne, bah du coup, je prenais du temps pour moi, je regardais par la fenêtre, tout ça. Puis souvent, les salles, elles étaient à côté des écoles. Et, ce qui m'a complètement stupéfaite, et il y a une des fois d'ailleurs où je l'ai vécu parce que j'étais dans ma voiture, sur le pendant, j'étais arrivée en avance. La chose qui m'a stupéfaite, c'est de voir les parents arriver chercher leurs enfants,
ne pas descendre de la voiture, c'est-à-dire de se mettre devant le portail, le moteur de la voiture allumé, de faire monter leurs enfants dedans et de partir. Une autre fois, quelque chose qui m'a stupéfaite, c'est de la fois où je suis restée devant l'école dans ma voiture parce que j'étais très en avance et que j'avais pas de lieu où je pouvais m'installer en dehors de ma voiture. Eh bien, j'ai vu tous les parents arriver au fur et à mesure, juste avant l'heure de la sortie de l'école, et rester dans leur voiture. Il y avait au moins une dizaine de parents dans les voitures, et ce temps où les parents attendent au portail et discutent les uns avec les autres, bah là, je l'ai pas vu en fait. Alors peut-être qu'il existe encore dans certaines écoles, mais alors ça m'a vraiment ce jour-là provoqué une grande tristesse. Pas le temps. Bah non, j'ai pas le temps de descendre de la voiture. J'ai pas le temps. Tellement de choses à faire après. Il y a le bain des enfants, il y a à faire à manger, puis en plus, il faut que je fasse à manger des légumes, il faut que je passe chercher le panier à la map, et puis il faut que je prépare bien un plat maison, etc. Pourquoi je parle de ça là? Il y en a peut-être qui vont être choqués que je parle des AMAP dans ce contexte-là, mais en fait, je pousse le bouchon un peu plus loin. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que même dans des contextes et dans des familles avec des parents qui prônent la bienveillance, qui font vraiment attention à leurs actions, qui mettent en conscience un certain nombre de choses, l'alimentation, la planète, l'empreinte carbone, les actions qui viennent à des conférences, etc. Eh bien, le fait de mettre en place ces nouvelles actions bienveillantes, elles vont leur rajouter une pression d'encore des choses à faire. Et là, on n'en finit plus. Est-ce que la première bienveillance, c'est pas de prendre le temps? Est-ce que la première bienveillance, c'est pas de prendre le temps? Oui, bien sûr, Anne, tu demandes si ce serait pas une fuite subtile. Bien sûr que c'est une fuite subtile. Enfin, je sais pas. Mais enfin, ça me vient, oui. Oui, fuite subtile dans le sens où qu'est-ce que ça me ferait si je me posais là? Qu'est-ce que ça me ferait si ce soir, il n'y a pas de douche pour les enfants? Ou il y a une douche, mais je vais pas contrôler. C'est-à-dire que je laisse mon enfant aller prendre sa douche tout seul pendant que je prépare les ah, laisse mon enfant prendre sa douche tout seul. Donc ça va dépendre complètement des situations. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de regarder, est-ce que dans toute la bienveillance que vous mettez en place aujourd'hui, est-ce que vous continuez pas à vous mettre une pression pour être parfait, parfait en bienveillance? La pression de la bienveillance. C'est la première fois que je pense à ça. La pression de la bienveillance. C'est un peu dingue quand même, non? C'est dingue. Bon, voilà, on a inventé la pression de la bienveillance. Alors il y a Albert qui dit la question pour moi est comment? J'ai peut-être pas vu la première question. Eh ben comment prendre le temps? Eh ben peut-être en enlevant des choses à faire. En enlevant des choses à faire. Vous voyez, moi je me suis rendu compte là dans cette période de confinement où j'ai décidé d'aller au cœur de moi, de me rencontrer, d'être vraiment sur mes essentiels et de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Eh ben j'étais encore dans le faire. Alors du coup, allez, un défi par jour, machin, machin. Je me suis inscrite à un truc de défi et tout ça. Alors ce que j'adore, hein, je regrette pour rien au monde parce que ça me permet de faire ce live ce soir et de kiffer avec vous. Euh, mais en même temps, j'étais encore dans cette pression et ça fait 3 jours que je dors plus en fait. Alors je viens de me faire rire. Bon, j'exagère un peu quand je dis que je dors plus, mais ça fait 3 jours que je suis hyper électrique et que j'ai l'esprit qui tourne à fond quoi. Et alors, il rumine pas trop, hein, mais voilà, c'est l'espèce de hamster champion dans sa roue. Mais alors, il est pas comme la roue, hein, il va voir partout. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait dire, etc. Et il y a une telle électricité en moi que je suis plus du tout détendue, quoi. Donc hier soir, à mon lit, je suis repartie un peu dans mon voyage au Cambodge. Et d'ailleurs, le tableau que vous voyez derrière vous, enfin derrière moi, juste un petit aparté. Je suis très contente d'avoir décidé de le mettre là et merci Caroline de m'avoir aidé à installer l'image derrière.
Ben, c'est un tableau que j'ai ramené du Cambodge et un voyage magnifique que j'ai fait l'année dernière et que je me suis offerte. Et ce premier voyage, c'est depuis l'âge de 20 ans, je voulais aller en Asie. Et bon, j'ai eu un parcours de vie où j'ai jamais eu énormément d'argent, où j'étais seule avec mes filles, etc. Et, et du coup, ben, il y a plein de choses que j'ai pas faites par manque de moyens. Et l'année dernière, j'ai décidé de m'offrir ce cadeau, de faire ce voyage spirituel au Cambodge. Et je suis partie toute seule avec un groupe, mais je connaissais personne. Et pour me le payer, je peux vous dire que j'ai cavalé, hein, que j'ai bossé un peu comme une dingue. Mais je regrette pour rien au monde. C'était vraiment magnifique parce que j'ai accepté de pas travailler pour faire tout ça et de ralentir. Voilà. Bon, j'étais sur l'aparté. Alors, je continue. Donc j'étais sur la partie du temps, qu'on prend pas le temps, etc. Donc je vous incite vraiment à regarder cette question de est-ce que je prends le temps d'être avec moi-même? Est-ce que je prends le temps d'être avec mes proches? Est-ce que je prends le temps d'être avec les que j'aime et d'être en présence ici et maintenant, au-delà des choses à faire? Est-ce que je peux lâcher? Ok, alors, euh, j'étais aussi sur l'effet loupe du confinement qui va faire grossir nos émotions. Juste, j'y reviens 2 secondes. L'effet loupe du confinement, ça va à la fois, puisque je ne peux plus bouger et que je suis là avec moi-même et que je ne peux pas contrôler, eh bien, ça va avoir un effet loupe sur à la fois ce que je ressens en moi, donc, ce que je vous disais tout à l'heure, j'allume la lumière, je peux plus mettre les trucs sous le tapis, ou en tout cas, je sens les bosses du tapis puisque je suis chez moi et que quelque part, pour la première fois, je marche sur mon tapis. Et puis, en même temps, l'autre aspect que j'ai moins développé pour l'instant, c'est qu'il nous demande et nous propose, alors certains n'ont pas envie de continuer à s'agiter et à fuir d'une autre manière, mais de voir la vie que nous avons choisie. Alors peut-être que certains seront un peu choqués par cette manière de voir les choses. Mais pour moi, la vie que nous avons aujourd'hui, nous l'avons choisie. Et quand je parle de la vie que nous avons choisie, c'est à la fois, c'est tout en fait. C'est-à-dire que c'est notre job, c'est notre entourage, notre partenaire de vie, ou le fait de ne pas avoir de partenaire de vie. Ses enfants, ce sont la maison ou l'appartement que nous avons choisi, etc., etc. Alors, ça serait ok là. Non, moi j'ai pas choisi de pas avoir de job, j'en trouve pas, etc. Là, il vous est proposé, dans ce temps d'arrêt, il vous est vraiment proposé de regarder, de sentir, de vous centrer sur ce qui est en vous, ce qui est là, en vous, toutes les zones dont je parlais tout à l'heure, et dans votre histoire de vie, etc., qui font la vie que vous créez. Et après ce regard sur la vie que vous vous êtes créée, peut-être profiter de ce temps de confinement et d'arrêt sur image pour créer la vie dont vous rêvez. Si vous voulez, on y reviendra sur un autre live. Je vais aborder maintenant la question, je vais peut-être la passer un peu plus vite parce qu'il est déjà 16h10. La question des émotions. Alors, bien sûr, on ne parle que de ça depuis tout à l'heure, les émotions. Euh, et là, je voudrais aborder les émotions de survie, les émotions inconfortables et désagréables. Euh, les émotions inconfortables, désagréables, les émotions de survie. Pourquoi de survie? Je vous ai expliqué tout à l'heure en fait que à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre cerveau, euh, nous avons donc dans le cerveau une partie de notre cerveau qui est le cerveau émotionnel, qui est collé au cerveau reptilien, qui est celui qui s'occupe de notre vie et de notre survie, sans que nous ayons besoin d'y faire attention. C'est automatique, ça s'occupe tout seul. Et c'est collé au cerveau émotionnel, qui est lui-même collé au cerveau plus évolué des fonctions supérieures, qui sont la raison, la réflexion, etc. Et donc, nos émotions, elles sont dans le cerveau émotionnel, et au moment où une émotion se déclenche, elle va déclencher le cerveau reptilien qui va regarder si nous sommes en sécurité. Et voilà, surtout si nous sommes en sécurité, parce que c'est vraiment notre garde du corps, il est là pour nous sauver la vie. Et
le truc, c'est que dans les situations d'urgence où votre vie elle est vraiment en question, eh bien effectivement c'est génial ce truc-là parce que vous avez votre garde du corps intégrée. Le truc, c'est que la plupart du temps, nous avons des émotions qui se déclenchent même dans des situations dans lesquelles nous ne sommes pas en survie, nous ne sommes pas en risque pour notre vie. Ce sont des émotions qui viennent nous signaler de prendre soin de nous. Hein. Je pourrais le redévelopper dans un autre moment où on s'occupera que de ça dans le live. La fonction des émotions, c'est de vous envoyer un message, de dire tut, 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 il y a un besoin qui se signale là, il y a quelque chose qui te demande de prendre soin, qui n'est pas pris en compte là. Et ce signal qu'on reçoit, c'est le truc de la vague dont je vous ai parlé. Donc au moment où une émotion se déclenche, eh bien là, vous avez deux voies possibles, comme deux chemins. Vous êtes en train de marcher en forêt et en face de vous, vous avez deux sentiers, à gauche et à droite. Donc le premier sentier, c'est le chemin de la non-conscience et du réactionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire j'ai une émotion et là, pouf, je mets en place un mécanisme d'action non consciente, réactionnelle. Et donc là, soit je mets en place la fuite, soit la lutte, soit le repli. Je vais pas les développer tous ici, ce serait trop long. Et donc là, c'est pas conscient et c'est réactionnel. Et si nous ne sommes pas dans une situation de survie, la plupart du temps, ça ne va pas être adapté. Si c'est peut-être pas seulement si c'est vie ou survie, ou en tout cas si nous avons des automatismes, des croyances de souffrance associées à des blessures affectives, si cette émotion elle est associée à une blessure affective, elle va déclencher une réaction inadaptée qui va me faire répéter mes schémas émotionnels, réactionnels habituels et qui va déclencher la répétition des scénarios de vie. Là, je sais que je frôle certains sujets qu'on pourrait approfondir longuement, mais c'est pour vous interpeller un petit peu déjà et vous donner envie d'aller plus loin. Donc, je vais là être, par exemple, sur la peur, d'accord? Et toujours dans cette période de confinement. Donc, j'ai la peur qui se déclenche, ok? La peur se déclenche. Et on a vu qu'elle était très présente. Vous avez d'ailleurs dit dans les commentaires tout à l'heure que quand je vous ai demandé l'émotion, à votre avis, la plus présente dans cette période de confinement, beaucoup ont répondu la peur. Ok. Et donc, cette peur, ça va dépendre du chemin. Au moment où je ressens la peur, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la mets en conscience? Dans quelle attitude je l'aborde? Dans quelle attitude je rencontre cette peur? Le premier chemin de la non-conscience va donner des exemples comme ce qu'on a vu au début du confinement, c'est-à-dire des gens qui vont dans les supermarchés et qui sont capables de se battre pour acheter des pâtes ou du papier toilette. Et là, on est vraiment sur la réactionnelle de peur qui nous fait faire des trucs dingues. Et je pense que si les gens qui ont fait ça ont été filmés et se voient, quand les choses seront revenues au calme, hein, pas tout de suite, quand la peur se sera éteinte, je pense qu'ils vont être assez ébahis de leur comportement. Ou pas pour certains, mais... Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de complètement irraisonné. Complètement irraisonné. C'est je réagis pas, c'est mon garde du corps qui saute sur tout le monde, parce que pour du papier toilette, il m'en faut à moi. Donc ça, c'est les scènes qu'on peut voir déclenchées par l'émotion de peur non consciente. Une dont on peut parler aussi sur la non-conscience, c'est toutes ces peurs excessives qu'on peut avoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire des crises d'angoisse et quelque chose de complètement excessif qui fait que on n'ose même plus sortir quand même pour aller faire des courses ou des choses comme ça. Et on va être dans une peur disproportionnée qui euh, qui met tout en loupe, qui est à la fois connecté à la réalité, mais beaucoup trop amplifié. Je vais donner un exemple, il n'y avait pas d'exemple qui me venait. Un exemple, ce serait par exemple de se dire, oh là là, mais on va tous mourir, de toute façon je suis persuadée que je vais attraper ce virus et que c'est mes derniers jours et que tous mes proches vont mourir, etc. D'ici 15 jours ou je sais pas.
ça ne laisse plus la place à la possibilité que tout se passe bien, en fait. Maintenant, je vais sur la peur consciente. La peur consciente, c'est OK, j'ai une peur qui se déclenche, et cette peur, je la mets en conscience. Cette peur, elle va me permettre quoi? De la sentir. Elle va me permettre la prudence, parce elle est connectée au reptilien, mais au bon reptilien, au reptilien qui est mesuré. Donc, elle va me permettre la prudence, elle va me permettre de respecter les gestes barrières, elle va me permettre de respecter le confinement et de ne pas être facteur de contamination. Elle va me permettre aussi de prendre soin de ma vie, de mes proches, etc. Elle va me permettre, dans l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, de parler à ma fille du fait que le fait de savoir certains comportements déclenche ça en moi et de me connecter finalement à l'amour, c'est-à-dire de dire si j'ai peur que ma fille meure, c'est que j'ai un amour pour elle immense et que je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Donc là, on est sur une peur consciente de mise en sécurité. Je vais sur la colère maintenant. Une colère non consciente, d'accord? Une colère non consciente, c'est une colère, donc par rapport à ce confinement, c'est la colère qui se déclenche. Je suis en colère de ce confinement, quand même, etc. Et la colère non consciente, le chemin de la colère non consciente, ça va être tout à fait comme pour l'autre, euh, un chemin réactionnel. Et là, ce que je vais faire, je vais me mettre dans des mécanismes de lutte et je vais chercher des coupables, je vais chercher à tout maîtriser, je vais surréagir, peut-être même jusqu'à me mettre en danger. C'est-à-dire que certaines formes de colère par rapport à ce confinement vont faire que je vais quand même sortir parce que putain, moi, me privera pas de ma liberté. Vous voyez, j'ai même un moche qui est sorti. Et donc ça, c'est une colère non consciente, c'est une colère de tentative de reprise de contrôle sur, euh, sur le non maîtrisable, connecté aux angoisses existentielles, ce que je vous ai parlé de liberté, etc. Donc ça, c'est la colère non consciente qui va chercher à l'extérieur de soi ce truc de maîtriser un truc non maîtrisable. Ou en tout cas, qui va pas maîtriser, qui va pas aller sur une connexion, une colère saine qui va à nouveau nous mettre en sécurité. Donc, du coup, sur le deuxième chemin de la colère consciente, on va être sur j'en profite pour regarder ce que je veux plus dans ma vie. C'est-à-dire que si j'ai des colères qui se déclenchent en moi à l'heure actuelle, dans cette période de confinement, peut-être qu'elles me connectent à des choses dont je ne veux plus. Peut-être que ça me connecte au fait que je ne veux plus vivre dans une société qui fonctionne de cette manière-là. Peut-être que je ne veux plus vivre euh, euh, ouais, dans une société qui fonctionne de cette manière-là. Et puis ça va être pour les facteurs externes larges dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis il va y avoir des colères sur les facteurs externes proches. Ben peut-être que ça va me mettre en conscience que le conjoint avec lequel je suis depuis 20 ans, je peux plus. En fait, j'étais en repli. Ça me met en conscience que j'ai en repli depuis 20 ans, que je supportais des choses complètement inadmissibles, enfin inadmissibles, des choses que je ne pouvais plus supporter, pas des choses inadmissibles parce que ça c'est de l'ordre du jugement, mais que moi je ne pouvais plus supporter. Et en fait, le fait de me sentir irritée, en colère par rapport à ces comportements pendant cette période de confinement où je ne peux plus fuir à l'extérieur, eh bien va me mettre en connexion avec le fait que ah oui, peut-être que tiens là je prends conscience que mon conjoint, dans la manière dont il s'adresse à moi, me manque de respect depuis 20 ans et que la manière dont il me parle avec violence, avec dédain, eh bien depuis 20 ans, j'avais réussi à prendre sur moi parce que je sortais voir mes amis, parce que il était jamais là, parce que elle, hein, elle ou il, hein, parce que c'est féminin ou masculin, mais là je peux plus fuir, je peux plus. Moi, ça m'étonnerait pas que suite à ce confinement, il y ait énormément de divorces. Alors on parle aussi, bien sûr, de toute cette violence et des personnes battues dans ce temps de confinement. Ça, c'est terrible. Je suis dans une compassion immense et quand je me mets dans des moments de méditation sur la libération de la souffrance de tous les êtres, je suis vraiment connectée avec ces êtres-là et tout le temps. Euh, et en même temps,
je crois que on peut plus faire semblant. On peut plus faire semblant. On est face à nous-mêmes. Donc voilà, et donc ce temps de confinement par rapport à la colère, quand on a des colères qui émergent et qu'on les met en conscience, et ben ça va nous permettre finalement de regarder ce qui n'est plus OK pour nous et poser de nouveaux jalons par rapport à notre vie à la fois citoyenne, sur les choses qu'on ne veut plus vivre et la société dans laquelle on a envie de vivre. Et là-dessus, on est tous acteurs et vraiment, on a chacun notre part à faire. Et puis, on pourra faire un live sur cette question qui m'est très chère. Et puis, ça nous met face aussi à la construction d'une nouvelle vie familiale, d'une nouvelle vie professionnelle, d'une nouvelle vie individuelle. Et quand je vous parle de nouvelle vie familiale, ça ne veut pas forcément dire divorcer. J'étais pas en train de dire ça tout à l'heure. Ça peut peut-être aussi vouloir dire ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire prendre le temps avec mes êtres chers et, euh, et arrêter de me mettre la pression et vraiment sentir que le plus important dans tout ça, c'est d'être en lien avec ces êtres qu'on aime tant. Juste être en lien avec ces êtres qu'on aime tant, à partir du cœur. Bon, j'arrive presque à la fin. Ça va tout le monde? Ah, il y a une personne qui dit que Dieu merci, elle s'est séparée avant le confinement. Bravo. Si vous avez pris soin de vous, bravo. Alors, juste aborder la question de la tristesse. Je suis désolée, il est 16h23, j'espère que ça va pour vous, que j'ai débordé. La question de la tristesse et du sentiment d'impuissance, pour moi, elles sont fondamentales. Et je l'ai déjà abordé en diagonale, ou moins en diagonale dans tout ce live. C'est que donc, si j'ai la tristesse qui monte, qui surgit en moi, ok, qu'est-ce que j'en fais? Cette tristesse qui pour moi est complètement associée avec le sentiment d'impuissance dont je parlais tout à l'heure. C'est l'émotion qui surgit quand je ne peux plus rien faire. D'ailleurs, au niveau biologique de la survie, quand on prend les émotions dans leur chronologie, quand vous êtes face à une situation de danger, d'insécurité pour votre vie, hein, avec l'émotionnel et le reptilien, eh bien, quand une situation de danger arrive, la première émotion qui surgit, c'est la peur. C'est la peur et elle est là vraiment pour vous sauver la vie. Heureusement qu'elle est là. Et donc cette peur, elle surgit en vous pour vous connecter et pour mettre en place, pour déclencher votre cerveau reptilien et tous vos mécanismes de survie, le cœur qui bat plus vite, les muscles qui se tendent, l'hormone de cortisol qui se sécrète, etc. Et puis prendre vos jambes à votre cou pour aller vous mettre en sécurité. Le truc, c'est que si ce danger-là, si vous le rencontrez dans un moment où la situation, vous ne pouvez pas fuir, parce que vous êtes acculé, que voilà, vous ne pouvez pas fuir, et bien à ce moment-là, c'est l'émotion colère qui va se déclencher et qui va vous permettre de connecter des forces pour. Il y a mon chat qui est arrivé. J'espère qu'il va. Enfin, s'il monte sur la table, on va l'accueillir. Oui, Billy. Il va vous donner des forces pour. Je crois qu'il va monter sur la table. Alors, juste tu t'installes. Voilà. Je vais juste récupérer la souris. Voilà. C'est le chat qui est installé à ma droite. Et donc cette colère, elle va vous permettre de trouver l'énergie pour vous défendre, ok? Et donc pour vous défendre, pour toujours vous sauver la vie. Imaginons maintenant que dans cette situation de danger, même la colère ne sert à rien. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes emprisonné ou que l'autre est plus fort que vous. Et bien à ce moment-là, c'est une autre émotion qui émerge, c'est la tristesse. C'est la tristesse et le mécanisme de repli. C'est je me replie sur moi-même
pour reprendre des forces. Donc c'est par exemple, l'exemple le plus connu, c'est au moment où nous perdons quelqu'un de cher, hein, pendant un deuil, eh bien nous n'avons pas pu contrôler le fait qu'on meurt. Aucun contrôle là-dessus. Et à ce moment-là, on ressent cette grande tristesse. Et donc, dans cette période de confinement, les émotions dans la période de confinement, eh bien, déclenchent cette tristesse associée à ce sentiment d'impuissance sur tous les facteurs externes larges dont je vous parlais tout à l'heure. Et qu'est-ce que je fais avec ça, puisque je ne peux pas contrôler, et qu'est-ce que je fais avec cette grande tristesse? Il y a Vanessa qui me dit donner des forces et ton chat arrive. Oui, c'est une source d'amour à l'heure actuelle, mon Didi. Donc, pareil, pour la tristesse et le sentiment d'impuissance, toujours ces deux chemins. Est-ce que je vais dans le chemin de la non-conscience ou est-ce que je vais dans le chemin de la conscience? Donc, si je vais dans le chemin de la non-conscience, eh bien, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais ressentir? Eh bien, je vais ressentir que je subis dans le chemin de la non-conscience. Cette tristesse, elle va me faire vivre ce truc de subir et ce truc de victime. C'est je suis victime de ma vie, je suis victime de ce virus, je suis victime de la société, je suis victime. Didi, tu vas descendre parce que là tu me déconcentres. Je suis victime de ce qui arrive, je suis victime de cette société qui a mis en place tout ça, etc., etc. Et je peux même y rajouter de la lutte en fait. Autre mécanisme non conscient de la tristesse, c'est je me replie puis je me laisse aller. Je prends plus soin de moi, je laisse mon énergie s'éteindre. Vraiment, je laisse mon énergie s'éteindre. Et là, pouf, je me laisse envahir par le sentiment d'impuissance qui va faire que même sur la partie où j'ai du pouvoir, où j'ai de la puissance, je vais même plus acteur sur cette partie-là. Et puis, ce dont j'ai pas encore parlé pour l'instant, finalement, il y a Didi qui remonte, dans cette non-conscience du sentiment d'impuissance, dans le fait de subir ce sentiment d'impuissance, je vais avoir, et que je me replie comme ça, et que je laisse mon énergie vitale s'éteindre, eh bien j'ai mon système immunitaire qui va baisser avec. Toute mon énergie, elle est complètement reliée avec mon système immunitaire, et donc je vais plus avoir de défense en moi, et c'est là l'ouverture à la maladie. L'autre aspect de ce sentiment d'impuissance et de cette tristesse consciente, ça va être tout l'aspect difficile pour l'entourage. C'est-à-dire que comment vit mon entourage, le fait que je vive ça à ce point-là, que je sois dans cet état-là, et ça me coupe des autres. Donc du coup, ça va avoir des répercussions sur mes relations. Maintenant, prenons le chemin de la conscience. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, il vient à droite. Donc, le chemin de la conscience, toujours dans cette tristesse et ce sentiment d'impuissance, eh bien, je me connecte toujours à la même démarche. Je me connecte à cette émotion. Katialine me demandait tout à l'heure, on fait comment? Finalement, j'en parle tout le temps, là. C'est-à-dire, c'est juste, je me pose et je me connecte à ce qui se passe en moi, sans jugement et dans un accueil total, parce que ça vient vraiment me livrer quelque chose pour me relier à moi, à mon cœur et à mon être profond. Donc je me connecte à cette tristesse, à ce sentiment d'impuissance et je l'écoute. Et ensuite, eh bien là, c'est ce que je vais faire. Je pousse mon chat parce que je m'étais préparé des petites choses pour vous lire. Là, ça va me connecter effectivement sur cette émotion-là particulièrement. Ça va me connecter à toute cette partie que je vous avais dit qu'on regarderait. C'est qu'est-ce que je peux contrôler et qu'est-ce que je peux pas contrôler. Ce sentiment d'impuissance. Oui, dans notre vie, il y a clairement des choses que nous ne pouvons pas contrôler. On l'a vu tout à l'heure. Et il y a des choses que nous pouvons contrôler. Et donc ça va nous permettre de travailler à la fois, excusez-moi, il est sorti encore, mais travailler à la fois sur le lâcher prise, et c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, le consentement au réel.
le consentement au réel. Donc je voulais vous montrer ça. Depuis hier, il y a ça qui circule. Excusez-moi, je prends un petit temps. Voilà. Depuis hier, il y a ça qui circule sur Facebook, j'ai vu. Donc c'est là où je l'ai pris d'ailleurs. Je vous le mettrai dans les commentaires tout à l'heure. C'est une petite feuille sur le lâcher prise. Et sur effectivement dans la partie orange, c'est toute la zone de ce que je peux contrôler. Et autour, c'est ce que je ne peux pas contrôler. Et donc, je reviens une seconde. Voilà. Avec mon chat, il y a une autre feuille qui est partie. C'est un autre format. C'est pareil dans la partie je peux contrôler. Je peux contrôler au centre et je ne peux pas contrôler dans l'autre. Et donc, face au sentiment d'impuissance, c'est redevenir de sa vie et regarder sur quoi on a du pouvoir. Donc, ce que je peux contrôler, et je vais quasiment finir là-dessus. Enfin, il y a peut-être un petit temps pour les 2 petites questions qui m'ont été posées sur Facebook avant. Ce que je peux contrôler, eh bien, ce sont mes paroles, déjà. Je peux contrôler, vraiment. Ce que je peux, c'est d'accueillir mes émotions. Ce que je peux aussi contrôler, c'est mes interprétations, l'importance que je donne aux choses. Et c'est la voie, je vais pas tout énumérer, je mettrai les documents, mais c'est la voie que je décide de prendre. Est-ce que je prends la voie de la conscience ou est-ce que je prends la voie de la non-conscience? Voilà. Et je vais vous lire la petite citation de Charles Pépin. Je vous avais dit que cette période m'a permis de rencontrer un philosophe par la page présence et il parlait un peu de cette question-là. J'ai copié sa petite phrase qui me plaît beaucoup. Il est temps que nous nous guérissions de notre obsession de la prévisibilité et de notre manie de l'anticipation. Toute confiance dans la vie doit s'entendre dans un rapport heureux à l'incertitude. Et la deuxième petite citation que j'ai relevée, c'est chez les hommes et les femmes d'action. Parce que là, à la fin de ce live, on est vraiment là-dessus. C'est qu'est-ce que je décide pour ma vie, redevenir acteur de ma vie plutôt que subir. Et là, ce qu'il dit, Charles Pépin, c'est chez les hommes et les femmes d'action, dans la joie d'action, il y a une force secrète de consentement au réel. Une force secrète de consentement au réel. Et même si je ne parvenais pas à le changer, je réussirais à l'aimer quand même. Paradoxalement, ça me libère dans ma capacité d'action. C'est quoi qu'il arrive, je ne suis même pas sur une crispation du résultat. Bon, juste répondre aux 2 petites questions de Julie et ça va être très court. Répondre aux 2 petites questions de Julie et Laetitia qui m'ont mis ça en commentaire. Je vais commencer par la question de Laetitia. Laetitia qui a noté « Je suis assistante maternelle. Pas facile d'aborder le confinement avec les enfants de 3 mois à 3-6 ans. Comment en parler afin qu'ils expriment leurs émotions et comment les accompagner et leurs parents à affronter cette situation ?» Donc Laetitia, merci beaucoup pour cette question. La réponse qui me vient quasiment immédiatement, c'est qu'il faut savoir que les tout petits sont complètement pris dans l'inconscient de leurs parents, sont pris dans les émotions de leurs parents. Et donc, je pense que la question essentielle là, ça va pas être d'accompagner les émotions des enfants, ça va être d'accompagner les émotions des adultes. Alors ça veut dire quoi accompagner les émotions des adultes? Vous n'êtes pas psychothérapeute, vous n'êtes pas psychologue, c'est juste c'est-à-dire que quand les parents vous déposent leur enfant ou viennent les chercher, c'est vraiment être à l'écoute, en écoute empathique de leur état d'être, sans chercher à les rassurer, sans chercher, vous savez, si vous voulez, on fera un live là-dessus aussi, c'est-à-dire sur qu'est-ce que l'écoute empathique et qu'est-ce que l'accueil de soi et l'accueil de l'autre. Et c'est juste accueillir ce qui se passe pour eux et qu'ils puissent dire leurs émotions. Parce que les petits enfants que vous recevez à l'heure actuelle et vos enfants pour ceux
qui ont des enfants à la maison, ils sont baignés dans vos émotions. D'où l'importance de prendre soin de vos émotions et de pas forcément vouloir qu'elles ne soient pas là. On a fait quasiment tout le live là-dessus. C'est oser en parler. Voilà, ça c'est pour la question de Laetitia. Maintenant la question de Julie. Mon conjoint et moi sommes en chômage partiel. Mon fils a peur que son papa reparte travailler. Elle a mis a peur entre guillemets. Mon fils a peur que papa reparte travailler. Il dit qu'il ne veut pas qu'il aille au travail et qu'il est triste. Alors, je sais pas quel âge a ce petit garçon. Euh, Moi, ce que je vous propose dans cette situation-là, c'est vraiment d'aller interpeller, enfin pas interpeller, c'est questionner votre enfant sur ses émotions plutôt que de chercher à le rassurer. C'est-à-dire que quand il dit qu'il a peur que son papa reparte travailler, ça veut dire quoi? Donc de lui dire tu as peur que papa reparte travailler? Donc là probablement il va dire oui. Et puis de dire tu aurais peur de quoi si papa repart travailler? Voilà, déjà ça. Tu aurais peur de quoi? C'est pas pourquoi, hein, comme je le dis souvent, il n'y a pas de pourquoi, les questions pourquoi, elles ne marchent pas avec les enfants. C'est de quoi tu aurais peur si papa allait travailler. Et peut-être que vous imaginez qu'il a peur que papa meurt en attrapant le coronavirus, mais peut-être que c'est pas du tout ça. Peut-être qu'il va dire ça, mais peut-être que c'est pas du tout ça, et qu'en fait son vraie émotion, c'est qu'il adore que papa et maman soient là à la maison à prendre le temps, et qu'en fait il a pas du tout, du tout, du tout envie que la vie d'avant elle reprenne. En fait. Ou peut-être qu'il est connecté à l'émotion que papa va lui manquer comme papa lui manquait dans la vie d'avant. Et je pense que c'est hyper intéressant avec des enfants un peu plus grands là, pas les 0-3 ans, même 3-4 ans, c'est encore trop petit, mais dans ce temps de confinement, de prendre un temps avec les enfants pour savoir comment est-ce qu'ils vivaient la vie d'avant. Vous vous rendez compte du cadeau d'avoir le temps de faire ça? Par contre, ça va vous demander d'oser entendre les réponses, hein. Et je vous propose vraiment que quand les enfants vont dire les réponses à cette question, comment tu vivais toi la vie d'avant? Tu l'as trouvée comment la vie d'avant? Ancrez-vous, parce que ça va pas toujours être agréable. Et là, il est tout à fait possible que dans les réponses de vos enfants, il y ait une émotion en vous qui se déclenche en écoutant ces réponses, c'est-à-dire l'émotion du sentiment de culpabilité. Il est possible que vous vous en vouliez de savoir que votre fils, en fait, ou votre fille, vivait très mal la situation d'avant et qu'il était en souffrance, en fait, ou qu'elle était en souffrance. Et je vous propose juste d'accueillir ça. Peut-être que vous allez pleurer, peut-être que ça va être hyper inconfortable et que vous allez passer 2-3 jours pas bien, et ben, prenez le temps de regarder ça parce que c'est une magnifique opportunité pour regarder quelle vie vous voulez construire et avec vos enfants de prendre le temps après la question de comment tu vivais la vie d'avant, prendre le temps une fois ça bien accueilli, prendre le temps de dire ok on se pose maintenant comment on veut vivre la vie d'après, comment on veut vivre la vie d'après et que chaque membre de la famille puisse donner sa réponse, prendre vraiment de la réponse à ça, pour co-construire la vie d'après. Bon, je pense que c'est pas mal comme question pour finir quand même. Alors, donc on va finir ce live. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pu vous apporter des choses. En tout cas, moi, je voulais vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça et que voilà, j'ai hyper envie d'en refaire régulièrement. Et j'espère que vous serez au rendez-vous si vous avez apprécié ce live. Et je vous propose du coup de marquer en commentaire s'il y a des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Alors certains thèmes peut-être développés aujourd'hui et que vous voudriez approfondir. Dans ce cas-là, on pourrait faire approfondir sur cette question-là. Donc marquez-le en commentaire. Et puis peut-être d'autres thèmes que j'ai pas abordés et que vous voudriez que j'aborde dans un autre live.
Voilà, sachant que dans mon questionnaire par rapport au fait de trouver l'heure pour ce live, j'avais posé une petite question sur les prochains thèmes que vous aimeriez voir abordés. Et donc juste, il y en a 5. Donc c'est vos réponses, hein, de certains qui ont répondu au questionnaire. Le premier, c'est être irritable. Celui-là, c'est OK pour moi pour le faire. Le comportement alimentaire. Alors pour moi, celui-là, c'est pas OK pour le faire. Pourquoi? C'est que j'ai pas gagné avec moi-même. Sur le comportement alimentaire, je suis encore au tout début du chemin. Donc je suis pas d'accord sur un thème sur lequel j'ai pas fait de chemin. Et le troisième thème demandé, c'est comment lâcher la lutte. Ah, celui-là, je l'adore. Donc on en a beaucoup parlé aujourd'hui. On pourra le faire de manière plus approfondie. Le quatrième, c'est gérer les tensions avec nos enfants par rapport celui-là, je vais pas pouvoir l'approfondir avec vous parce que j'ai réussi à le faire avec mes filles. Mes filles, elles ont toujours fait leurs devoirs tout seules et j'ai jamais réussi à faire ça. Donc le seul truc que je peux vous conseiller, c'est ce dont on a parlé aujourd'hui dans le live, mais approfondir ce sujet-là, je suis pas la personne la plus appropriée. Et le cinquième, c'est aller chercher le besoin derrière l'émotion. Bah, ça, c'est carrément OK. Voilà. Donc n'hésitez pas à marquer ce que vous voulez. Alors pour finir, je vais reprendre euh, les mots de quelqu'un avec lequel j'ai fait une magnifique rencontre des jours, rencontre virtuelle. Lui ne me connaît pas, mais moi je l'ai rencontré sur Facebook. Et donc voilà, je vais reprendre sa phrase pour finir ce live. Voilà. Voilà. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas. Et là, je vais m'adresser à chacun d'entre vous individuellement. Donc, quoi qu'il arrive, n'oublie pas. Tu es beau, tu es précieux, tu es important et tu es